Voilà, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue. Toujours très ravi de vous accueillir sur les antennes d'Afrique Média, la télévision panafricaine. C'est votre émission interactive de tous les week-ends. C'est le club de la presse qui revient sur les grands sujets qui ont marqué l'actualité en Afrique et même dans le reste du monde. Et pour cette édition, la Régie centrale a retenu 3 sujets pour débattre avec nos panélistes. On va donc parler tout d'abord de la France qui connaît actuellement une élection avec le second tour qui se tient ce dimanche. Déjà, le verdict du premier tour de cette élection a laissé le Parti socialiste sur le bas-côté de la route. Que va-t-il se passer demain dans une élection où le Front National semble plutôt glaner du terrain? Que se passe-t-il en France? Comment peut-on analyser l'échec entre guillemets du Parti socialiste au premier tour de cette élection? La question est donc posée à nos panélistes qui sont sur ce plateau. Également, nous allons questionner les relations internationales avec l'Organisation des Nations Unies qui aujourd'hui semble quelque peu perdre la langue quand il s'agit de débattre de certaines questions. La question en Crimée, l'Ukraine et la Russie, avec l'Occident qui semble prendre les devants sur l'ONU. Que devient l'ONU aujourd'hui? A-t-elle toujours un pouvoir qui lui avait été donné en 1945? La question est également posée à nos panélistes qui sont avec nous sur le plateau. Et bien sûr, on va parler du Cameroun qui ne cesse d'enterrer ses morts. Aujourd'hui, c'est Charles Ateba Eyene qui, dans quelques instants, si cela n'est pas encore fait, est en train de gagner définitivement la tête de ses antennes du côté de Lolodorf. C'est dans le sud du Cameroun, puis surtout aussi attend du côté de la morgue de l'hôpital central, l'hôpital général de Yaoundé, autant pour moi, des invités que vous avez souvent connus sur ce plateau du Club de la Presse, mais qui aujourd'hui nous ont quittés. Les morts du Cameroun, analyse d'une situation qui commence à prendre de l'ampleur. En l'espace de quelques mois seulement, pas moins d'une demi-dizaine de Camerounais ont donc sont passés de vie à trépas. Autant pour moi, on parle de la Piro d'Mbanga à Beliyinga. On parle bien sûr d'Abandang Pama. On n'oublie pas Papi Doumbé de l'UPC. Et voici Puce Otou et Charles Ateba Eyene. Que se passe-t-il? Pourquoi le vent de la mort souffle surtout dans les rangs de ceux qui ont des opinions à défendre dans le landerneau public au Cameroun? Voilà donc les 3 sujets qui sont au menu de cette édition du Club de la Presse. Mesdames, Messieurs, d'où que vous soyez en ce moment sur le continent africain, même au-delà, vous êtes tout simplement les bienvenus. Et moi, je vais me faire l'agréable devoir de vous présenter ceux qui vont animer cette émission. Je ne serai là que pour donner la parole à ceux qui ont les choses à dire. Je vais donc vous présenter à l'instant Hervé Akam. C'est un homme politique. Il est déjà habitué de ce plateau. Bonsoir messieurs et bienvenue à cette émission. Merci Patrick, merci de m'avoir invité. Vous savez, chaque fois que je viens ici, c'est l'occasion d'exprimer des idées, de travailler sur un sujet. Et je vous remercie de m'offrir cette possibilité de le faire. Juste un mot, vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Vous venez de fêter, c'est l'expression, les 29 ans de votre formation politique. Alors, en quelques mots, comment les choses se sont-elles passées? Disons, en règle générale, ça s'est passé comme ça se passe souvent, c'est-à-dire dans la routine. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'avais publié un article là, dans la Nouvelle Expression où je disais qu'on avait un parti vraiment bureaucratique, on n'avait pas vraiment un parti politique. Alors donc, et ce parti a des codes, hein, une manière de se comporter qui n'a pas beaucoup changé. Faire la fête. Oui, de toute façon, nous tous on fait la fête en règle générale. Mais c'est le manque d'innovation, c'est ce qui manque un peu à l'EPC, c'est-à-dire qu'on n'a pas de débat des types intellectuels pour faire avancer un peu la société. C'est de quoi il s'agit aujourd'hui dans le RDPC, c'est de trouver des espaces d'innovation pour permettre aux partis effectivement de glaner encore plus de nombre. Vous savez ça a été pratiquement passé inaperçu, c'est-à-dire l'élection présidentielle, l'élection législative, où nous avons perdu des voix en réalité, où on a perdu des députés. Je crois qu'on aurait pu en parler, mais malheureusement, c'est passé sous silence. Or, c'était l'occasion effectivement de parler de ça. Pourquoi on perd des voix? Pourquoi on a perdu des députés? Peut-être que vous allez vous rattraper pendant le 31e anniversaire l'année prochaine. Également invité à cette édition du Club de la Presse, Jean de Dieu Haïssi, que beaucoup connaissent, hein, puisqu'il est désormais aussi l'un de ceux qui animent le débat panafricain. C'est donc tout un honneur pour nous de le recevoir sur le Club de la Presse, Jean de Dieu Haïssi. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Albert Patrick,
je dois pouvoir exprimer mes sincères gratitudes chaque fois que vous m'invitez dans cet océan de bonheur et d'honneur. Et avec votre permission, je vais saluer avec déférence votre promoteur qui participe là à l'acte humaniste d'il y a de construire l'Afrique et même le monde entier. Et je salue avec respect vos illustres invités et surtout vos millions de téléspectateurs. Ils sont véritablement des millions à travers le continent, à travers le monde. Alors, Jean de Dieu, ici, cette semaine, on a eu vent de ce que l'affaire Samiris contre la CIMA, c'est une affaire qui semble évoluer. On aurait des soupçons, n'est-ce pas, d'une manipulation de la justice par la partie de la CIMA qui voudrait tout simplement voir enterrer le dossier. Qu'en est-il exactement? D'abord, je confirme qu'il y a là la manifestation anthropophagique. Les forces exogènes et les forces endogènes se sont mises ensemble pour davantage mettre en difficulté ceux qui sont paludéens, victimes de cécité, victimes d'épilepsie, du côté du Mbameki, Mbaminobu, du côté des Bomzout, où j'ai vu un aveugle conduisant un autre aveugle, où là-bas on pense que l'épilepsie est une maladie mystique, alors qu'il s'agit tout simplement d'installer les mécanismes de les soigner. Et vous savez, ce sujet me tient véritablement à cœur, parce qu'il s'agissait du sujet santéphone, une petite assurance qui devrait assurer la santé à tous ceux qui souffrent comme nous, comme vous et moi. Malheureusement, on m'a dit que M. Jean-Claude Ngba, qui se trouve avec le secrétaire général de la CIMA, il a été inculpé, mais jusqu'aujourd'hui n'a pas été entendu. On m'a dit qu'également les forces financières ont envahi nos institutionnels de la justice. Et vous savez, je n'aime pas en parler parce que je suis très respectueux des institutions de notre République, très respectueux des institutions, surtout judiciaires, parce que jusque-là, je suis convaincu que si vous me faites de mal, on me rendra justice dans notre institution judiciaire. Que malheureusement, il paraît que l'argent parle là-bas de manière très atroce. Mais ce que je voudrais vous dire, je vais souhaiter que vous cessiez de me poser ce problème de Samiris. J'avais demandé que le promoteur de l'assurance Samiris, s'il n'a pas moyen d'écrire une correspondance au chef de l'État, s'il a déjà écrit cette correspondance, qu'il nous rencontre, qu'on fasse les efforts de voir comment on peut rencontrer le chef de l'État pour qu'il se préoccupe de ce sujet, qui était une affaire de 65 milliards du financement suisse. Parce que, voyez-vous, je suis indigné, irrité, je suis même hébété de constater que le ministre actuel des Finances, c'est vrai, vous allez me dire que c'était l'ancien directeur général d'Afriland First Bank qui appartiendra à quelqu'un d'autre dans les mêmes micmacs de la mafia. Donc, je voudrais dire que le ministre camerounais des Finances, que je respecte beaucoup, je ne le connais pas, mais je le respecte parce que c'est un institutionnel, comment expliquer son silence? Comment expliquer? Sauf si vous allez me démontrer que... c'est un silence complice? Non, je ne voudrais pas établir le rapport de complicité. Je fais là une interrogation qui voudrait convoquer la conscience sincère de nos institutionnels à prendre au sérieux ce sujet, cette problématique de la santé publique des Camerounais, ceux qui sont à Ebomzout, qui meurent de paludisme. Et donc, je félicite déjà ce qui est fait. Vous voyez, M. Mamafouda et les autres institutions ont introduit un nouveau vaccin, rotavirus, quelque chose de ce genre. Mais ce qui m'intéresse maintenant, nous sommes étonnés de constater que le silence du ministre camerounais des Finances perdure. Nous sommes étonnés. Donc, allez vérifier si les forces malheureuses endogènes sont engagées avec les forces AXA, etc., exogènes, pour mettre en péril, définitivement péril, n'est-ce pas, la prérogative essentielle d'il y a de soigner les petits peuples qui avaient encore l'espoir d'avoir poussé certains au-dessus des manguiers pour que nous tous nous puissions manger les mangues mûres. Malheureusement, ils consomment les mangues mûres. On comprend votre colère, Jean de Dieu, ici. Oui, je suis... C'est une scène on va juste rappeler on va rappeler à votre suite que le gouvernement camerounais avait signé donc un accord
avec Samiris, et les Suisses devaient financer un important projet de santé publique au Cameroun, malheureusement. Vous n'avez pas rappelé que pour porter la communication de ce sujet, j'avais voyagé pour informer les communautés locales du Mbamekim, et en rentrant, j'ai fait un accident, je suis mort. Et je suis mort, et c'est à côté de la mort qu'on a observé que mon pied bougeait. Et donc ce sujet, si l'État camerounais... Il vous tient à cœur. Il me tient à cœur parce qu'effectivement, c'est des individus qui m'ont soigné, qui m'ont tiré de la mort. Voyez-vous? Donc si j'étais assuré, il faut vraiment que cette politique publique soit prise au sérieux. Voilà, merci donc à vous d'être venu et de nous avoir parlé de cette situation que vit la société Samiris SA. On espère tout simplement que la justice ne se laissera pas compter au franc CFA. Alors également invité à cette émission, c'est un peu notre spécialiste. Il est aussi un panéliste redoutable, Achille Nko. Il est écrivain et il revient ce soir. Bonsoir messieurs et bienvenue sur le plateau. Achille Nko et de l'autre côté plutôt. Bonsoir Albert Patrick, bonsoir à tous les panélistes. C'est toujours un plaisir pour moi, n'est-ce pas, d'être sur ce plateau, temple du savoir. Merci donc à vous également. Lui, je pense que c'est l'une de ses premières aventures avec nous dans ce club Tayou Kamgen. Il est chef de chaîne d'une radio qui est très écoutée, une radio qui fait beaucoup dans la science aussi, la radio Cheikh Anta Diop. Bonsoir messieurs et bienvenue sur le plateau. Merci et bonjour. Merci de m'avoir invité, n'est-ce pas? Merci et je salue par ailleurs les téléspectateurs parce que je suis habitué à dire les auditeurs, mais là il faudrait que j'apprenne à dire les téléspectateurs. Bonjour à tout le monde et merci de m'avoir invité. Voilà, c'est tout à nous de vous dire merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Lui, c'est le docteur Maï Stanislas. Il est donc agropédologue. Il est avec nous sur le plateau comme invité, mais surtout comme faisant partie d'une organisation. Vous savez, nous sommes déjà dans le sillage de la prochaine Coupe du Monde qui se joue au Brésil. Et le Cameroun, comme d'autres nations africaines, va donc prendre part à cette compétition. Et il y a des choses qui sont organisées. C'est le cas donc de Roca Brasil. D'abord, bonsoir docteur et bienvenue sur le plateau. Bonsoir M. Ya et merci de cette opportunité qui m'est accordée par Afrique Média, la chaîne panafricaine, pour justement présenter ce projet et exprimer mon opinion par rapport aux idées panafricanistes qui sont exprimées ici à cette chaîne. Ok, merci donc à vous très rapidement. Vous allez nous présenter donc ce projet Roca Brasil. C'est donc un vaste projet qui voudrait donner à voir et à revoir pour le Cameroun du côté du Brésil. De quoi s'agit-il exactement, Dr Maï? En fait, Roca Brasil, c'est par extension Rostos dos Camarões no Brasil. En traduction française, c'est les visages du Cameroun au Brésil. Justement, on a constaté que pendant les participations du Cameroun à la Coupe du Monde, on focalisait plus sur l'aspect sportif et festif. Nous avons donc voulu capitaliser cette opportunité cette année. On a mis sur pied le projet Roca Brasil qui justement vise à sensibiliser les hommes d'affaires camerounais, les maires et tous les entrepreneurs qui veulent justement aller à la rencontre des investisseurs brésiliens. Ça sera donc une grande opportunité pour présenter les visages du Cameroun, c'est-à-dire les opportunités que le Cameroun présente en termes d'investissement. Et nous avons donc programmé dans la ville de São Paulo, qui est la capitale économique, dans la ville de Rio de Janeiro, qui est la capitale touristique, et à Brasilia, qui est la capitale politique. Justement, on a prévu des conférences, des rencontres B2B et des expositions. Nous avons déjà eu beaucoup de séances de travail avec différents départements ministériels, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur. Nous avons présenté les différentes opportunités auxquelles le ministère peut bénéficier. Par exemple, il y a des nouvelles filières qui sont en train d'être installées au Cameroun, notamment les filières de formation. Également, il y a en termes de coopération dans le domaine de la recherche, le Brésil dispose des instituts universitaires qui ont des équipements très sophistiqués. Également, nous avons sensibilisé les maires parce que la coopération technique décentralisée est très
évoluer au Brésil. Comme le Cameroun justement est en train d'expérimenter la décentralisation, de ce côté-là, du côté du Brésil, nos maires peuvent alors justement aller là pour partager déjà cette expérience que le Brésil dispose en termes de décentralisation. Il y a également, notamment dans le temps, en ce qui concerne les projets de coopération décentralisée, le gouvernement fédéral du Brésil met à disposition des mairies africaines, en jumelage avec les mairies brésiliennes, des financements dans des projets qui touchent dans le domaine de la santé, dans le domaine par exemple du tourisme, dans le domaine par exemple de la conservation de l'environnement, justement en jumelage avec une mairie brésilienne. Vous pouvez vous approcher du gouvernement pour justement avoir un financement à hauteur d'1 milliard de francs CFA par an. Ok, voilà, donc merci. On reviendra à vous vers la fin pour nous donner un peu les conditions pour participer à cet important projet. Il faut rappeler que c'est un projet qui concerne pratiquement tous les pays africains et les contacts vous seront donnés d'ici à la fin de cette émission. Voilà, mesdames, messieurs, on a donc fait ainsi le tour des panélistes de cette émission. Je vous l'ai dit et vous avez dû le constater de par ma tenue. Nous sommes un peu endeuillés dans cette émission puisque nous pleurons nos panélistes Charles Atébé-Yéné qui va être mis en terre dans quelques instants dans son village natal, mais un autre aussi qui nous a quittés, c'était le 24 mars dernier. Lui, c'est le professeur Pius Otou qui avait été à Afrique Média comme invité, faisant partie de nos meilleurs panélistes de l'année 2013. Il nous a donc quittés. On a tenu à lui rendre cet hommage. On va vous permettre de le réécouter. Et tel qu'il s'exprimait, il était encore plein de santé sur ce plateau. Je vous propose de suivre une réaction ou alors un passage du professeur Pius Otou qui aujourd'hui repose à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Je vous propose donc de l'écouter. Nous sommes tenus en pleine bataille des coqs. Et vous savez généralement que dans une basse-cour, il n'en existe qu'un seul. Et lorsque par extraordinaire, il y en a deux, il y a toujours un combat à mort qui se déclenche jusqu'à ce que l'un soit éliminé. Je crois que c'est ce à quoi nous assistons du côté de Brazzaville. Mais ce qui est regrettable, c'est que quand on considère le standing de celui qui est aux arrêts aujourd'hui, c'est un colonel d'armée. Je dois vous rappeler que le colonel est le grade le plus élevé de l'armée, parce que le général n'est qu'une nomination politique. Je pense donc que quand quelqu'un a atteint le grade de colonel, il mérite certains égards, même si par extraordinaire, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui lui est reproché aujourd'hui. Je n'ai pas encore souvenance de ce qu'il ait voulu faire un coup d'État, et même si ça avait été le cas, et le juriste qui est sur le plateau là-bas avec vous l'a bien indiqué, il a droit à un procès équitable. Mais cela nous amène à questionner à nouveau la logique du pouvoir en Afrique. Quand est-ce que les Africains, surtout ceux aux affaires, comprendront que c'est une histoire où on connaît le jour d'arrivée et puis il y aura aussi le jour du départ. Je crois savoir que le président Sassou Nguesso est déjà arrivé et est reparti une fois. Il est revenu par la voie des armes pour chasser un président élu démocratiquement. Je parlais du professeur Lissouba. Aucun Africain n'a jamais tiré la moindre fierté. Il faudrait peut-être qu'après un tel coup de force, qu'il y ait des actions pour améliorer l'image de marque à la fois du président Sassou lui-même et du peuple congolais. Mais alors, on ne peut pas être un grand homme étant entouré que de nains. Un grand homme, c'est celui qui sait comprendre que autour de lui, il a besoin d'autres grands hommes. Parce que si vous voulez être le seul coq de la basse-cour, eh bien, ça finit toujours par des situations désastreuses. En fait, ce qui se passe au Congo-Brazzaville n'honore aucun Africain. Et j'ose espérer que la raison sera vite recouvrée et que les gens prendront soin de se demander que seront-ils une fois qu'ils seront devant Dieu.
parce que de toutes les façons, Dieu existe, qu'on le veuille ou pas. Je crois que cette affaire commence à bien faire, l'affaire du colonel Ntsuru. Je ne sais pas ce qui lui est reproché. Apparemment, lui aussi a beaucoup de choses à dire et des choses qui ne peuvent pas épargner le régime en place. Je crois donc que dans une telle situation, il vaut mieux un compromis que de voir la situation s'envenimer pour que le peuple camerounais rentre, le peuple congolais, tant pour moi, rentre dans une spirale qui n'épargnera personne. Voilà, c'était donc là le professeur Pius Otou, grand économiste, qui nous a quittés. Il était aussi homme politique, membre suppléant du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, grand acteur du monde sportif en tant qu'il animait un club Elec Foot qui voulait donc faire en sorte que les choses marchent bien dans le football camerounais. Voici ce qu'il nous écrivait. Nous étions alors le 30 mars 2013. Il disait tous nos encouragements à l'équipe d'Afrique Média. Félicitations pour les efforts d'amélioration et de l'environnement de travail. Et c'était donc signé ce jour-là le professeur Pius Otou, qu'on ne verra plus, qu'on n'entendra plus, puisque sa vie s'est arrêtée le 24 mars dernier de suite de maladie à l'hôpital Jamo de Yaoundé, et son corps se trouve actuellement à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Toutes nos condoléances donc à la famille, la grande famille qui est désormais seule face à ce malheur-là. Afrique Média fera le nécessaire pour accompagner les obsèques de ce grand homme qui nous a malheureusement quittés. Voilà, mesdames, messieurs, on va revenir à quelque chose d'un peu plus gai. On va parler dans quelques instants seulement de notre premier sujet de cette émission, mais on m'apprend que nous avons une réaction qui nous vient de Brazzaville au Congo, certainement en relation avec l'élément qui venait de passer. Je ne sais pas si la connexion est déjà bonne. Monsieur, il s'appelle Brice, on vous écoute. Décidément quelques problèmes, on va demander à la régie de Brice va peut-être revenir. Le temps pour nous de prendre une première transition avant de plonger dans le premier thème de cette émission, à savoir l'élection en France et la mauvaise affaire du parti socialiste de François Hollande. On prend donc cette transition et on revient juste sur le plateau derrière. Oui,
Voilà, retour donc en plateau après ce petit tour du côté du Brésil avec ce qui va se passer là-bas dès le mois de juin prochain. On revient donc en plateau pour parler de la France. Demain est donc le second tour de l'élection dans ce pays-là, mais les résultats du premier tour donnaient déjà le parti du président actuel de France qui a des difficultés avec une percée remarquable du Front National, le PS qui est donc en difficulté. À quoi est-ce que cela peut-il être dû? Comment comprendre aujourd'hui que le Parti socialiste soit en difficulté en France? La question est sur le plateau. Je vais donc commencer par vous, Achille Nko. Vous avez suivi l'évolution des choses. On va donc prendre votre analyse. Que pensez-vous de ce qui se passe en France? Est-ce le début d'une descente aux enfers pour François Hollande et son parti? Tout à fait, cela va sans dire dans la mesure où il y a quelques semaines ou quelques jours, on voyait, n'est-ce pas, la France tout à fait bouillonner avec des descentes dans la rue où la jeunesse faisait effectivement, n'est-ce pas, des revendications. Au-delà de cela, il y a un autre aspect très important à prendre en considération. La question de l'homosexualité qui a été légalisée en France. Beaucoup de Français, il faut le reconnaître, ne sont pas pour, n'est-ce pas, le mariage pour tous. Et après ces mariages pour tous, vous avez vu les fameux scandales du président Hollande, où on a vu des photos se balader ça et là au sujet, n'est-ce pas, de ces infidélités. Je crois que ça a montré en fait un président infidèle aussi, mais surtout aussi l'attitude qu'on perçoit en France ces 2 derniers jours avec ces écoutes. Le président Sarkozy a été mis sur écoute. Vous savez, le président Sarkozy semble ne pas être sorti des affaires définitivement. Il a un mot à dire. Il a, n'est-ce pas, une quote-part du peuple français qui le soutient. Et ça fait d'emblée que tout ce qui se passe en France aujourd'hui a un impact sur le résultat de François Hollande qui en fait n'a pas encore concrétisé ses promesses. C'est important. Alors, Taïou, donc la thèse du vote sanction est donc celle la plus plausible. Si vous me permettez, je ne prendrai pas l'analyse du même côté que la question qui a été posée. Il me semble que l'alternance démocratique est en train de montrer ses limites, que ce soit en France ou que ce soit partout ailleurs. L'alternance démocratique ne influence en rien, j'allais dire, le champ économique. Parce qu'en fait, si Hollande a des problèmes, c'est parce que sur le champ économique, il n'arrive pas à résoudre les problèmes. Or, on avait toujours pensé, on avait coutume de penser que le fait de changer de gouvernement, n'est-ce pas, apportait nécessairement une amélioration sur le plan économique. Ce qui se trouve être aujourd'hui très faux. Et ceci n'est pas faux simplement en France, c'est faux partout en Europe. Et partout dans les pays qui nous disaient que la démocratie était une bonne chose. En fait, il faut qu'on se revienne à une chose très simple. C'est que l'Europe, pendant longtemps, a prospéré sur le dos de l'esclavage et du colonialisme. Et donc, du coup, son système économique donnait l'impression, n'est-ce pas, que ça marchait et qu'il n'y avait pas de chômeurs. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, à partir du moment où plusieurs pays ont commencé à fabriquer pour eux-mêmes, pour leur propre population, ce que l'Europe faisait par le passé, n'est-ce pas, par le passé, du coup, le chômage ira de manière grandissante en Europe, quel que soit ce qu'on fera. Ce n'est pas l'alternance en France qui changera quoi que ce soit. Plus les pays africains, plus les pays asiatiques prendront en charge leur propre destin, plus le chômage apparaîtra dans les pays européens et en ce moment-là, on verra donc la limite du capitalisme comme modèle économique. Parce que c'est de ça dont il est question. L'alternance en France, ce n'est rien, ça ne changera rien. La défaite de Sarkozy, de toutes les façons, de Sarkozy, d'Hollande, n'est-ce pas, ne changeront rien sur le vrai problème, parce qu'il faut en fait regarder le problème de société, c'est qu'est-ce que c'est que le capitalisme et quelles sont les limites du capitalisme. Et c'est ce qui vient d'être démontré. Je comprends l'analyse par ailleurs de mon co-panéliste, n'est-ce pas? Mais ça n'influence pas durablement parce que les Camerounais c'est un phénomène tout à fait normal. Les Français souffrent. Non, c'est un problème. Ils l'expriment. C'est un problème d'économie, c'est un problème économique qu'ils expriment. Mais ils oublient
ils oublient que pendant longtemps, leur économie a prospéré sur le dos de l'Afrique, a prospéré sur le dos du monde, n'est-ce pas? Et que pendant longtemps, ils avaient l'impression que leur système marchait parce que ce qu'ils fabriquaient était consommé par le monde entier. Du coup, il n'y avait pas de chômage chez eux. Aujourd'hui, que les autres pays commencent à fabriquer pour eux, oui, commencent à fabriquer pour eux-mêmes, prennent leur situation en charge, il ne peut malheureusement plus avoir du travail, beaucoup de travail pour les Français, pour les Européens de manière générale, et le système ira de manière croissante et le chômage ira... C'est irréversible, le chômage qui a commencé en France et qui a commencé en Europe. Ok, alors docteur Mailly, d'autres pensent qu'aujourd'hui François Hollande et son parti souffrent un peu des promesses non tenues, des promesses de campagne. Beaucoup n'ont pas été tenus. Aujourd'hui, les Français semblent vouloir sanctionner le fait qu'on leur ait promis plein de choses, mais qu'à l'arrivée, on ne voit rien venir. Moi, je crois qu'il faut analyser du côté de la diversité des problèmes. Donc, je vais aller un peu essayer de concilier les idées que mes compatriotes ont dit. Il y a une grogne sociale, tout simplement parce qu'il y a certaines lois qui ont été votées que tous les Français ne sont pas d'accord. Maintenant, si on vient sur le plan économique, il a promis le redressement, la compétitivité, création d'emplois, mais les promesses n'ont pas été tenues. Je crois que justement, c'est l'ensemble de ces problèmes-là qui mettent à mal le gouvernement et qui provoquent justement l'antipathie que les Français ont envers Hollande et son gouvernement. Et c'est à cause de ça que l'élection est allée en défaveur de... Je crois que c'est un vote de sanction justement pour exprimer justement l'opinion française en ce qui concerne la politique entreprise par Sarkozy, par le président Hollande. Alors Jean de Dieu, ici, est-ce que là, on peut dire que c'est de très mauvais augure pour François Hollande dans la perspective de la prochaine élection présidentielle? Là, ça commence un peu très très fort. Hein. Malheureusement pour son parti, beaucoup ont demandé le changement du Premier ministre. Alors, est-ce que Hollande peut être inquiet de ce qui se passera à la prochaine présidentielle? D'abord, il faut préciser qu'il s'agit des élections municipales. Municipales, oui. Donc, au niveau local. On est très embêté de faire une analyse sur la base de la prééminence institutionnelle et diplomatique Hollande. Évidemment, nous avons raison de nous arrêter à son niveau parce que c'est lui qui est cette mascotte qui incarne tout le malheur de la France. Et donc, moi, j'allais d'abord commencer par vous faire observer que l'imposture internationale, les illusions vendues par la France se font observer clairement par ce genre d'événements. Vous notez, Roger Seigné, Arthur Richer, ils ont chacun 92 ans. Ils sont maires depuis 1947. Ça fait aujourd'hui environ 63 ans. Ils sont candidats et ils sont véritablement victorieux. Là-bas, on ne parle pas de l'éternité au pouvoir. Ils sont candidats et ils sont victorieux déjà. C'est des symboles très indicateurs pour moi. Maintenant, s'il faut faire une analyse globaliste comme mes illustres prédécesseurs, je note avec eux qu'ils ont parfaitement raison que la France est en crise, l'Europe en général, et que la France fait des efforts de vendre le vent, exporter la démocratie, etc., en même moment qu'elle voudrait se donner les moyens de l'investissement militaire en Afrique pour donner un peu de travail à ces jeunes qui devraient avoir faim. Je note également que par cette circonstance, le frère, M. Nkwa, vous avez dit, il a noté une chose essentielle qui me semble être située dans l'ordre éthique et idéologique. M. François Hollande est arrivé, il a fait valider dans la brutalité incommensurable ce que vous appelez mariage pour tous, qui devrait peut-être aboutir au mariage avec des cadavres, au mariage avec des animaux, etc. Parce qu'aujourd'hui, on s'est limité au mariage d'un homme de même sexe que l'autre. Donc, ça sera comme ça. Maintenant, quand il valide, mais on se retrouve brutalement dans une autre imposture qui voudrait qu'Hollande devienne de manière inattendue ce défenseur de l'hétérosexualité. On nous le présente comme Hollande qui a fait 4 enfants à Royal, cet Hollande qui fait des caresses, des croissants et des biscuits avec gaillettes à moto. C'est le même Hollande qu'on nous présente comme étant celui qui a traumatisé et hospitalisé celle qui a été fiancée officielle. Et à la fin, on vous présente le même Hollande qui prononce un remaniement ministériel sexuel avec celle-ci. Honteuse comme elle était, désabusée et
Vous connaissez son sort, elle est partie se réfugier en Inde. Toutes ces choses traduisent la déliquescence et le délitement moral qui est exporté à travers le monde. Et en même temps, que vous voyez, c'est un célibataire qui fait donc cette promotion de l'hétérosexualité dans un contexte où on a fait la promotion de l'homosexualité, et nous sommes dans un contexte mondial où on vous dit que un pays qui voudrait aspirer à l'aide britannique doit automatiquement dépénaliser l'homosexualité dans ses textes juridiques. Bref, les événements politiques, tout ce qui se passe en France, ça nous permet de refaire la lecture de l'imposture, le désamour que la France impulse à travers le monde, l'impertinence et la brutalité d'une gouvernance internationale qui fait ici observer que la France, malheureusement, continue de promouvoir l'esclavage, la colonisation à travers et la monnaie et l'impérialisme spirituel. Et en interne, donc, il n'y a plus de logique qui puisse convaincre les Français à faire confiance à ce monsieur avec beaucoup de respect. Il est resté célibataire, c'est bien, mais à ce monsieur qui est contradictoire dans les faits. Ok, Hervé Akam, alors cette élection en France, il faut dire qu'on peut très facilement établir des parallèles. Vous êtes du RDPC au Cameroun. Heureusement pour le RDPC que la dernière élection locale ne se soit pas très mal passée. Mais je voudrais vous poser la question, est-ce qu'on n'a pas là le résultat de la maturité politique du peuple français qui a su, n'est-ce pas, mettre le doigt là où ça fait mal, en allant dans les urnes pour exprimer véritablement le courroux? Mais disons que quand on regarde un peu la sociologie politique en France, ça a toujours été le cas. 2 années de gouvernance, que ce soit à l'époque de Mitterrand, que ce soit à l'époque de Giscard, ça a toujours été les mêmes résultats auxquels les élections municipales ont abouti, c'est-à-dire un affaiblissement du parti au pouvoir. Et là, je crois que c'est dû surtout au fait que il y a eu je crois que le Parti socialiste en manquait un peu, ce qu'on appelle l'électorat populaire. C'est-à-dire qu'il y a eu tous les employés de bureaux, tous les ouvriers, tous les gens, les jeunes aussi, qui aujourd'hui vivent du RMI et qui attendaient bien entendu de faire partie maintenant de la classe qui était intégrée dans le circuit, dans le circuit du travail, qui malheureusement qui n'ont pas eu cette chance, parce que quand on regarde un peu les élections l'élection de Sarkozy. Sarkozy a été élu avec pratiquement 30 à 34% de vieux, c'est-à-dire des gens qui étaient plus âgés. Or, la gauche a toujours eu un fond de jeunes qui allaient voter pour effectivement contrebalancer l'influence de la droite qui a toujours eu un électorat très discipliné entre les 50 et 65 ans. Donc là, je crois que les jeunes ont manqué à ce vote, et malheureusement l'attention est du fait que Hollande n'a pas pu satisfaire cet électorat populaire, a fait en sorte que effectivement que le chiffre qu'ils ont eu aujourd'hui reflète vraiment l'état mental aujourd'hui un peu de la jeunesse en France, c'est-à-dire une jeunesse complètement perdue qui constate que la reproduction sociale existe toujours, c'est-à-dire que quand vous avez des parents qui sont riches, c'est les mêmes riches qui restent au pouvoir, et vous avez de l'autre côté le déclassement, c'est-à-dire quand vous perdez un emploi, que ce soit l'âge que vous avez, c'est-à-dire que vous soyez à 40, 50 ans, il est très difficile à cet âge-là effectivement de trouver du boulot. Et donc je crois que c'est ça qui existe en France là, ce décalage entre les vieux et les jeunes, ce décalage entre la reproduction sociale, effectivement, et ces déclassés qu'on retrouve un peu partout dans toute la France, qui se retrouvent sans logement, sans moyens, effectivement, pour vivre dans des conditions décentes. Parce que là, il s'agit effectivement de la qualité de la vie pour ceux-là qui ont été habitués à vivre avec un portable, avec une télévision à la maison, avec tous les bienfaits de la modernisation aujourd'hui. Malheureusement, cette modernisation, effectivement, ils sont les premiers à subir cette modernisation, effectivement, qui n'est plus du côté un peu de la gauche. Donc, c'est comme ça qu'il faut expliquer un peu à mon avis, le second tour, c'est demain, on espère bien que effectivement, il y a eu des élections. Effectivement, il y a eu des élections où le second tour a permis à la gauche de remonter. Et ça s'est vu dans les élections, je crois que c'était dans les années 79, avec Giscard. On a vu la gauche remonter.
Donc je crois que ce n'est pas encore perdu. Il peut, la gauche peut remonter. Surtout si effectivement il y a une unité entre le Front de gauche et les partis socialistes. Et puis je crois que tous ont compris la nécessité maintenant de se remettre ensemble, de se mettre ensemble pour reprendre un peu du poil de la bête. Et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter au Parti socialiste pour le second tour de ce dimanche. Donc, on va s'arrêter là. On n'ira pas plus loin que ça. Le temps pour nous donc de passer immédiatement au second thème en rappelant tout simplement à la régie que la transition qu'on devait prendre, il s'agit bien de Roca Brasil, qui est donc un projet qui voudrait amener le maximum de personnes à aller du côté du Brésil, découvrir un peu cette 6e puissance économique mondiale, avec beaucoup de choses qui sont faites de ce côté-là. On va donc maintenant parler immédiatement de l'organisation de l'ONU, voilà, qui aujourd'hui amène les uns et les autres à se poser un certain nombre de questions au vu de la gestion, n'est-ce pas, qui est faite des crises. On a la Syrie, on a par exemple l'Ukraine avec la Crimée, on a eu le cas de la Libye où on a eu aucun mal à voter une résolution. On se pose des questions, pourquoi on a comme l'impression qu'il y a une sorte de politique de 2 poids, 2 mesures en ce qui concerne l'ONU, qui tarde toujours le pied quand il s'agit de certains et qui n'hésite pas à aller un peu plus vite quand il s'agit des autres. Alors, le rôle que joue l'ONU aujourd'hui dans le monde, comment peut-il être perçu? La question, je vous la pose, Jean de Dieu, ici. L'ONU aujourd'hui, quelle perception dans l'action qui fait partie de ses missions? D'abord, je dois pouvoir vous dire sans ironie qu'il n'y a personne qui s'appelle l'ONU. L'Organisation des Nations Unies, que M. De Gaulle appelait un machin, c'est une grosse histoire, c'est une grosse imposture. Il faut mettre en place une autre organisation qui va poursuivre les missions qui avaient été assignées à cette organisation, à cette ONU que vous indiquez. L'ONU avait des missions humanitaires, humanistes, mais aujourd'hui l'ONU l'organisation a été prise en otage par quelques imposteurs internationaux. Ils sont les décideurs, que voulez-vous, mais c'est une mauvaise gouvernance internationale. Vous allez prendre les organismes comme l'UNESCO. Vous comprendrez que l'UNESCO est gardien des mauvais programmes scolaires que vous avez, c'est-à-dire la perpétuité de la colonisation à travers la culture. C'est pour ça que vous, ici au Cameroun, vous continuez à enseigner à vos enfants la Mésopotamie, la fougère, la mousse. La Mésopotamie n'existe nulle part au monde. Au même moment que le monde des périphéries a besoin aujourd'hui de la technique, de la science, et pour que nous soyons capables d'avoir des êtres avec des projets structurants humains. Lorsque vous prenez la Cour pénale internationale, ce sont les organismes de votre ONU, vous allez constater que la CPI est une chambre pour punir les chefs d'État insoumis, comme Gbagbo, et permettre des... Vous comprenez ça? Bon, maintenant, si vous allez donc dans l'ONU, l'organisation, vous allez trouver là-bas une chambre qu'on appelle le Conseil de sécurité, où des décideurs valident des résolutions, allaient tuer 1975, allaient tuer Muammar Kadhafi, il dérange, il n'est plus soumis, allez l'égorger et l'OTAN va l'égorger. Donc, quand il faut dire la vérité aux êtres vivants, aux êtres humains qui aspirent, n'est-ce pas, au bonheur de l'être humain, vous allez rappeler que le 16 juin 1452, le 209e pape de l'église catholique romaine, il s'appelle Tommaso Parentuselli, alias Nicolas V, il avait signé la Dum Diversa, une bulle papale qui avait instrumentalisé, qui avait instauré juridiquement l'esclavage. C'est fini. Apparemment, on a changé l'esclavage en colonisation en 1884 à Berlin. Et aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies a en son sein donc des dirigeants qui perpétuent le même esclavage à travers l'impérialisme spirituel, je ne vais pas citer l'homosexualité, etc., les rituels compliqués, et la monnaie
vous êtes ici, vous êtes un État souverain. Entre-temps, vous avez vos comptes des opérations à Paris. Votre monnaie est décidée depuis Mont-Clermont en France, etc. Quand vous avez toutes ces structures bien établies, vous aurez d'autres structures de Bretton Woods, Banque mondiale, etc., Fonds monétaire international, et vous avez la misère dans des périphéries. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, que vous appelez ONU, c'est juste une assemblée qui permet d'organiser le monde en ce qu'il fonctionne comme une jungle aquatique où les gros poissons conservent leurs prérogatives essentielles à se nourrir des petits poissons. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et bon, je chute par là, excusez-moi d'être un peu long. Vous avez observé, vous avez fait allusion à la Crimée. Ce qui se passe là-bas, c'est quoi? Il y a équilibre des forces parce qu'il y a rebipolarisation. La Chine et la Russie prennent un pôle. Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et dans une certaine mesure votre France, un autre pôle. Et les deux pôles, oui, les deux pôles sont justement en contradiction. Quand il s'agit de l'Afrique, comme l'Afrique n'a pas de voix, on va voter une résolution contre Gbagbo. Personne ne va dire non, on va voter une résolution pour aller égorger Muammar Kadhafi. Il n'y a rien. Les Africains, nous continuons à sombrer dans notre obscurantisme, dans nos fantasmes, dans nos rêveries. Nous avons peur. Nous ne nous entendons pas. D'ailleurs, on nous a divisés, on a dit que nous sommes héritiers de ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières, des petits peuples balkanisés comme ça, et on ne s'entend jamais pour avoir une voix qui pèse. Avec donc cette rebipolarisation, je pense que les peuples africains peuvent s'accrocher solidement vers un pôle qui peut les aider à avoir une voix parlante et une voix convaincante dans une organisation qui ne sera plus l'ONU vide, une boîte à allumettes vide, mais une organisation qui déciderait d'une marche du monde en toute quiétude et en tout bonheur partagé. Alors, docteur Mailly, est-ce que, au vu de cette analyse de Jean de Dieu ici, on peut dire que l'ONU est complètement vide aujourd'hui, dépassée par les événements? En fait, ce qu'il faut comprendre que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la Société des Nations a été créée et avait brandi pour principale mission justement le maintien de la paix. Mais quand on analyse le fonctionnement de l'ONU en ces jours, on se rend compte justement qu'il y a 2 poids 2 mesures. Mais je crois que pour comprendre cela, il faut un peu regarder l'aspect financier. Comment est-ce que le budget de fonctionnement de l'ONU est mis en place? C'est par la participation des différents États en fonction du produit national brut des citoyens, produit national moyen brut des citoyens. Quand on essaie donc de comparer ce produit national brut moyen des individus dans un État, on voit donc que le produit national brut, par exemple, des États comme les États-Unis, la France, justement la Russie, est très élevé. Par conséquent, nous avons une grande participation financière de ces États dans le fonctionnement de l'ONU. Et vous savez vous-même que quand tu ne contribues pas à l'ONU, tu n'as pas de parole. Et quand on essaie un peu de voir le classement des différents États qui participent au financement, on se rend compte que les États-Unis, à eux seuls, participent à près de 28%. Donc justement, quand ils ont un problème qui va dans le sens de leur intérêt, comme ils pèsent financièrement, c'est plus facile pour eux de convaincre. Leur voix est prépondérante. Justement, de convaincre les autres États qui détiennent également le droit de veto d'aller justement dans l'idée de soutenir des décisions qui, si ça ne menace pas les autres États qui ont également le droit de veto, ils vont justement adopter cette idée-là. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique, vous savez vous-même que l'Afrique a même le mal à financer l'Union africaine. Si justement l'Union africaine avait ce poids-là de défendre les intérêts de l'Afrique, ça devait justement aussi créer un autre bloc, un troisième bloc, en contradiction avec le bloc des États-Unis, l'Europe et la Russie et la Chine. Mais malheureusement, comme l'argent qui est le nerf de la guerre, quand vous avez l'argent, vous détenez le pouvoir, l'Afrique va toujours subir. Alors, Taïou, est-ce qu'avec tout ça, il y a lieu de s'inquiéter de l'avenir même de cette organisation aujourd'hui? En fait, c'est une illusion qui a, comme l'a dit le panéliste tout à l'heure, c'est une illusion qui n'a que trop duré.
l'ONU ou l'Organisation des Nations Unies, dans la réalité, dans son intention de vouloir créer la paix, n'est-ce pas, n'a pas de substance et n'a pas de légitimité. Encore que, quand c'était bien, il a rappelé qu'en 1945, c'était pour faire la paix. Il faut dire que quels sont les pays qui font la guerre et qui sont capables de porter la guerre partout sur le théâtre des opérations? Ce sont les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, n'est-ce pas? Et dans une moindre mesure, l'URSS, parce que enfin, la Russie, parce qu'elle l'avait fait en Afghanistan. Donc, s'il y a des personnes qu'il fallait contenir par rapport à la guerre, n'est-ce pas? C'est bien ces pays-là qui sont qui sont au Conseil de sécurité. Donc, du coup, l'ONU est une boîte vide, n'est-ce pas? Donc, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'il n'y a que les Africains qui y croient, et en envoyant leur président, n'est-ce pas, et en envoyant leurs enfants, n'est-ce pas, être jugés par cette cour-là. Parce que vous voyez bien que, je parle de la CPI, vous voyez bien qu'il n'y a que les Africains qui continuent à croire de manière très importante. Et vous avez vu que même au Cameroun, quand le chef de l'État va aller aux Nations Unies, n'est-ce pas, il y a tout un grand bas de combat, comme si ce qu'on y faisait, comme si aux Nations Unies on faisait des choses sérieuses. Il n'y a rien de sérieux qui se fait à la tribune de l'ONU, n'est-ce pas? Et rien ne se fera tant que ce sera simplement une histoire d'intérêt, et c'est les intérêts des Occidentaux. Donc tout ce que l'on fait là-bas, on est dans une vaste chambre, n'est-ce pas, où 2 ou 5 acteurs s'amusent, et nous sommes là pour applaudir, n'est-ce pas, contre notre propre volonté. Alors l'ONU n'est qu'une institution qui vit sous pression des pays dits puissants. Sinon, comment expliquer la tempête du désert, le printemps arabe? Comprenons tout simplement que l'ONU est juste là, toutes nos excuses, est juste là pour légitimer l'ingérence humanitaire en faveur de puissances. C'est donc ce que pense Campo Ete Adamou, qui nous envoie ce message depuis Douala. Alors, à Chinko, avec les analyses qu'on vient de suivre des uns et des autres, est-ce que le véritable problème de l'ONU aujourd'hui ne vient pas, comme l'a dit tantôt le docteur Mali, du problème de financement? Est-ce que la structure n'a pas les mains liées quand on sait que pour prendre une décision, il va falloir passer par le vote? Et comme il a dit, les plus puissants voient leurs idées passer avant les autres. Est-ce qu'on peut encore parler de justice internationale? Parce qu'on a un message là qu'on dit l'ONU doit veiller à la sécurité du monde. Est-ce que dans ces conditions-là, elle soit encore capable de jouer pleinement son rôle? Disons que de manière substantielle, l'ONU effectivement a pour rôle, n'est-ce pas, de réguler le monde. Ça, c'est sa mission régalienne. Mais toutefois, ces missions dépendent unilatéralement du financement, comme le disait si bien un de mes copanélistes. Effectivement, la question de financement est une question très importante. Ce n'est pas qu'au niveau de l'ONU que cela se pose, même en Afrique d'ailleurs. Et si vous voulez, en zone CEMAC, la zone de mon pays d'origine, où effectivement la raison du plus fort ou du plus offrant est toujours la meilleure. Mais ici, je voudrais d'ailleurs saluer, n'est-ce pas, les analyses des uns et des autres sur la question de la légitimité. Disons que oui, effectivement, l'ONU a toute sa légitimité parce que... Achilko, je ne vous coupe pas, on va prendre quelqu'un qui est au téléphone. Il s'agit de Ben Ali qui nous appelle depuis Yaoundé. Il voudrait s'exprimer sur l'ONU. Alors, Ben Ali, bonsoir, on vous écoute. Parlez. Oui, je dis, l'ONU en fait, parraine... Oui, bonsoir. L'ONU, en fait, parraine les coups d'État dans le monde. Parce que quand nous regardons un peu ce qui s'est passé en Égypte, et qu'aujourd'hui, les droits de l'homme sont bafoués, alors que nous avons l'Organisation des Nations Unies qui était censée opposer son veto sur les agissements tentaculaires du général Al-Sisi. Nous osons croire que c'est une mauvaise politique du donnant-donné.
Et quand vous n'êtes pas de la franc-maçonnerie généralement, cette loge, j'allais dire, vous n'êtes pas la bienvenue. Alors, nous voyons ce qui se passe en Égypte, où est l'ONU. Nous voyons ce qui se passe en Palestine, où l'Israël opprime les Palestiniens. Et tous ces Dunguru, tous ces scélérats de l'ONU sont prêts à opposer le droit de veto pour qu'on n'ait pas un État palestinien. En fait, c'est ce que je voulais apporter comme contribution à votre petit débat. Merci, Média d'Afrique. Merci donc à vous, merci pour cette lecture. L'ONU est dépassée dans le temps. Cette organisation reste et demeure à la solde des grandes puissances. Les pays africains doivent prôner une politique de rupture. C'est ce que pense donc Oscar Bolou qui nous envoie ce message depuis la Côte d'Ivoire. Il pense que les Africains devraient plutôt penser à adopter une autre posture vis-à-vis. Bonjour, nous Africains, on a les larmes aux yeux les plus sophistiquées. On a les armes les plus sophistiquées au monde, donc nous sommes prêts à attaquer les Français avec les abeilles. Peut-être que c'est un message qui nous vient du Gabon. Je pense qu'on a une autre technologie. Amnesty Technology permet donc de déstabiliser les pays. Freedom House, financé 90% par les USA. Les téléspectateurs qui veulent nous appeler sur ce numéro-là, envoyez tout simplement les messages. Je vais reprendre ce message. Amnesty Technology permet donc de déstabiliser les pays. Freedom House est financé à 90% par les États-Unis et Canavas Structures planifiant donc les coups d'État. C'est un message qui nous vient aussi de la Côte d'Ivoire. Alors, Hervé Akam, on est tenté de croire que finalement, il faille, comme l'a suggéré peut-être Jean de Dieu ici, repenser même l'ONU et lui donner plus de valeur. Et dans ce cas, qu'est-ce qui pourrait être fait pour qu'on n'ait plus cette organisation qui soit totalement à la solde des puissants, comme le pense la majorité de ceux qui nous envoient les messages. Oui, je crois que je suis d'avis qu'il faut reformer un peu l'ONU. Il faut reformer parce que c'est vrai que les tentatives de reformer l'ONU ont toujours échoué, parce que je me rappelle la tentative en 1955, il a fallu effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, redonner un peu du tonus à l'ONU. Ça n'a pas du tout marché. Et c'est vrai que, vous savez, c'est une institution à laquelle il faut quand même, il faut y croire. Parce que si elle n'existait pas, il fallait du tout la réinventer. Parce que l'ONU quand même a apporté beaucoup de choses dans la manière, dans la gouvernance du monde, parce qu'il s'agit là de la gouvernance du monde. On revient à vous. Zoku est au téléphone. Jacques. Oui, parlez, vous êtes en ligne. Parlez. Bon, je dis d'abord merci à l'initiateur de cette chaîne pendant ce thème-là. Je voulais dire d'abord qu'il faudrait que les Africains cessent d'abord de planifier. Parce que il faudrait que les Africains aussi se mettent en tête que les Blancs ne sont pas là pour nous donner des cadeaux. Et qu'on se mette au travail. Je crois que c'est en se mettant au travail que ces Blancs-là pourront comprendre que les Africains aussi ne sont plus aussi justes. Et que les chefs d'État que les chefs d'État, les chefs d'État africains se mettent aussi en tête. Ils doivent faire un complot aussi comme c'était dans la partie. Il va revenir le temps de permettre à Hervé Akam de... Oui, alors donc, je disais qu'il y a toujours eu des réformes, même si celle de 55 a complètement échoué. Vous savez, il y a eu, moi je pense à l'idée des Américains, notamment de Fukuyama, qui avait à l'époque lancé cette idée de la communauté des démocraties. Il avait inventé un concept de ce genre où il disait, voilà, il faut que cette communauté des démocraties aide d'autres pays à se développer du point de vue, parce qu'il avait, c'était
tout un document là, qui parlait des problèmes de finances, qui parlait des problèmes de santé, etc. Donc c'était quand même un document assez très important. Donc, ça date des années 2000. Vous avez eu aussi les Chinois eux-mêmes, parce que si les Chinois réfléchissent aussi à ce problème, il y a eu, je crois, Cheng Hong, qui a parlé d'unité géographique qu'il faut essayer de voir dans toute l'Afrique, dans tout le monde, pour voir dans quelle mesure chaque ère de civilisation pouvait bénéficier d'une voix à l'ONU. Il y a eu aussi, je crois que c'était Zhao Tian, je crois qu'à l'époque, les Chinois parlaient de beaucoup plus de Tengxianisme, c'est-à-dire nous sommes une civilisation et cette civilisation a droit au bonheur, cette civilisation a droit au développement. Et donc il y a eu des idées qui sont développées. Même le philosophe marxiste Hubermans a aussi parlé, mais lui il parlait beaucoup plus des droits de l'homme. Parce que je crois qu'il y a des idées qui ont été lancées par des grands philosophes. Et je crois l'idée même de ces pays dont on parle aujourd'hui, c'est beaucoup Hubermas. Je m'excuse encore, je vais vous interrompre un peu. Pascal est au téléphone depuis le Gabon. Pascal, on vous écoute sur le sujet. Ok. Je crois que le problème d'Afrique de moment, nous avons des opérations qui se passent devant nous chaque jour millionnaire. Regardez en Côte d'Ivoire. On vient de parler des gens pour avoir la personne qui vient de la dieux de la technique ne sont pas avec nous. Je vais peut-être demander à la régie de couper le téléphone parce que la qualité de la communication ne nous permet pas de mieux saisir ce qui est dit par nos téléspectateurs à qui nous disons déjà merci de s'intéresser à ce que nous faisons sur Afrique Média. Alors on va vous permettre cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne, de chuter sur le sujet. Alors, je vais finir en disant que le philosophe marxiste qui est très connu, Habermas, c'est lui qui a lancé l'idée de la CPI. Ça ne venait pas des Américains, ça ne venait pas des Français. C'était lui. Parce que dans un document, il a écrit un très bon livre qui s'appelait Après la Nation. Parce que pour lui, il est question de quoi? C'est-à-dire de séparer l'État de la nation. Pour qu'on ait plus ces nationalismes qui sont développés en Europe et qui ont été des espaces publics d'affrontement entre les religions. Et puis quand il dit, voilà, on a eu à l'époque, avec le traité de Westphalie, la fin de l'État entre la séparation entre l'État et la religion. Maintenant, il faut avoir d'autres traités pour essayer un peu de sortir un peu des nationalismes qui engendrent des guerres, qui engendrent des difficultés pour les États. Donc il était question de créer une communauté mondiale politisée, c'est ça qu'il disait. Et je crois que cette idée était bonne. Je crois qu'on va dans ce sens. Et dans les années à venir, je crois qu'avec les jeunes générations qui vont arriver au pouvoir dans les années qui viennent, je crois qu'il est question maintenant de mondialiser un peu la politique, mondialiser un peu la société, mondialiser un peu tout ce qui représente comme force vive, syndicats, etc. Donc je crois que c'est le chemin qu'on est en train de prendre et c'est une logique tout à fait normale parce que l'ONU, depuis 1947, n'a pas vraiment apporté l'espérance espérée dans la mesure où on voit un peu la situation en Crimée aujourd'hui. Voilà, la Crimée, un pays qui longtemps a appartenu dans les années 54 quand Khrouchtchev donne ce pays à l'Ukraine pour céder l'amitié des deux partis communistes. Mais aujourd'hui, ce pays, la Russie revient maintenant sur les décisions qu'elle avait prises pour récupérer un peu cette portion de terrain. Et ça pose problème dans la mesure où c'est une sorte de violation du droit international dont on accuse un peu la Russie aujourd'hui. Et donc, je crois que là, l'ONU, dans le plan même de Habermas, il était question maintenant de chercher, effectivement, à créer des nouvelles frontières dans des États, effectivement, qui sont nouveaux aujourd'hui, comme on l'a vu au Kosovo. Donc, c'est ça dont il est question. L'ONU peut servir à ça, puisque les problématiques d'aujourd'hui ne sont pas les problématiques d'hier. Voilà. OK. Cyril est au téléphone depuis Cotonou, au Bénin. Cyril, on vous écoute. Vous êtes en direct sur Afrique Média. Pour moi, c'est même que quelque chose là que les grandes puissances ont créé à la fin de guerre, la Deuxième Guerre mondiale, pour mieux contrôler le pays qu'ils avaient conquis et qu'ils avaient mis sous leur vote, notamment les pays africains. Et en conséquence de ceci, nous sommes aujourd'hui dans la situation où il n'y a plus rien à faire. Tout ce que les décide
que ce soit les États-Unis, bien les Européens, bien tous ceux qui sont dans les conseils de sécurité, qui ont le droit de voter, c'est eux qui prennent la parole et qui disent ce qu'il faut faire pour les pays africains en général et pour l'humanité en tout état de cause. Qu'est-ce qui se passe donc? Il se passe que les pays africains n'ont droit à rien du tout. Ils n'ont droit qu'à tester le conseil de sécurité avec leur système de droit de voter leur impôt. Et on arrive. Maintenant, tout est à refaire. Il me semble que tout est à refaire. Et si tout est à refaire, il faut tenir compte désormais de la solidarité entre tous les pays africains. Il ne faudrait plus que ce soit Washington qui parle et puis on n'a rien à dire, que ce soit la France qui parle et on n'a rien à faire. Regardez un peu ce qui se passe dans le Chili avec Poutine. Pourquoi il ne faudrait pas attaquer Poutine? Pourquoi ils ne veulent pas attaquer Poutine? Parce qu'ils savent qu'il faut arrêter Poutine dans le fond du poil. Poutine est comme eux. En conséquence donc de ceci, que les pays africains aussi aujourd'hui se mettent en solidarité. Les présidents africains tous sont solidaires entre eux. Je suis en train d'entendre qu'on donne une interview à madame la femme du président zimbabwéen de se rendre en Europe. C'est vrai que les pays africains disent non aussi. Il faut leur permettre à cette femme-là, qu'on permette à cette femme-là d'accompagner son mari. C'est quand même la femme du chef d'État. Aucun président africain n'a encore branché pour tenir de cette situation-là. Et c'est quand même le Zimbabwe est un pays africain. Donc, c'est un peu les ramifications de l'État qui vont jusqu'en Europe. Alors que là, dit, si votre voix peut être entendue pour que les dirigeants se lèvent et qu'ils disent aussi un jour, ça suffit, j'espère que ce sera une très bonne chose. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous depuis Cotonou. En parlant de la France, matin, midi et soir, vous oubliez qu'au XXIe siècle, il manque de l'eau courante, les routes dans les villes de Yaoundé, Douala et autres qui sont vos vrais problèmes. Le comble, vous êtes tous vêtus en français et retenez que la Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. Gbagbo, Blé Goudé sont là où ils doivent être. Je pense que c'est ça la suite du message. Encore 30 ans de pouvoir. Il faut Biaa, encore 30 ans de pouvoir, a étudié, arrêtez d'être ridicule en parlant des problèmes des autres et les vôtres. Jean Dong depuis Abidjan. Je crois que là c'est un message que Jean Dong nous envoie. Il pense que nous devons parler que des problèmes du Cameroun. Je crois qu'on va passer dessus, c'est sans commentaire, pour ne pas s'attarder. L'Occident est en crise et ce n'est pas demain que cette crise prendra fin. Par conséquent, ils sont à la recherche de nouveaux marchés. L'Afrique, avec ses richesses, est donc le continent le plus faible, donc vulnérable. C'est ce que donc pense Ali, qui nous envoie ces messages. Pourquoi vous nous parlez du PS? C'est un tableau panafricain. Gros encouragement à tous. Alors, Jean de Dieu, vous vouliez intervenir? Non, mais il est très important de dire un mot, l'avant-dernier message. Très important parce qu'il y a certains Camerounais, enfin certains Africains, qui vous disent les Africains pleurnichent. J'ai eu même besoin de supprimer le verbe pleurnicher dans le dictionnaire. Qui vous disent que vous avez les problèmes d'eau potable, parlez seulement de Yaoundé. Non, ils mentent. Les problèmes des Africains soumis à la perpétuité de l'impérialisme ont des origines locales, c'est-à-dire endogènes, et des origines exogènes. Et donc, pour bien bagarrer avec la vie, pour acheter notre souveraineté, si vous limitez votre combat à parler de l'eau potable, à parler d'étudier, nous, on n'est pas dans les hommes politiques, on ne veut pas le pouvoir d'étudier. Ce que nous voulons, c'est le bonheur de l'être humain. Et donc le bonheur de l'être humain est détruit par les forces qu'on vient établir ici comme les petits centres et les grosses forces internationales qui vous obligent à être à genoux devant le FMI, la Banque mondiale, etc., etc. Toutes ces structures exogènes de la gouvernance mondiale, la gouvernance internationale, c'est ça qui nous oblige à être dans la misère. Ils ne comprennent pas ça. Quand ils disent que nous autres, on parle un peu trop de Paris, au
métro, au lieu de parler de Yaoundé, de l'eau potable, on peut pas passer toute la journée. Les problèmes des Africains sont partout les mêmes. Voilà. D'autant plus que on a quelqu'un au téléphone, on va le prendre rapidement. Il s'agit de Pierre qui nous appelle depuis Douala. Alors Pierre, bonsoir, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Bon, je crois que Pierre est parti et c'était le dernier appel qu'on prenait parce que le temps nous tient à la gorge. Nous avons encore un sujet à évoquer. Le temps pour moi de prendre les dernières paroles de Achille Nkor sur le sujet de l'ONU. Tout à fait. J'allais tout simplement dire comme mes copanélistes que l'ONU a en fait échoué. Mais vous voyez de plus en plus que ce n'est pas que l'ONU, mais c'est aussi les autres structures internationales, comme par exemple la francophonie. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années que le président Paul Kagame, n'est-ce pas, avait décidé de tourner le dos à la France pour sûrement le Commonwealth. Et aujourd'hui, le président gambien, à son tour, quitte le Commonwealth pour se rattacher à la Ligue arabe et il dit désormais qu'en Gambie, ça va être uniquement la langue arabe. C'est comme pour dire que, et d'ailleurs c'est la Libye qui l'évoque, il se justifie en disant que effectivement le Commonwealth est une institution qui s'ingère dans la gestion interne, n'est-ce pas, de la Gambie, avec notamment ses prises de position sur l'homosexualité et tout. Parlant justement à présent de la Crimée dont parlait un panéliste tout à l'heure. Vous savez, Poutine agit en Crimée selon le respect, n'est-ce pas, du droit international, parce que en Crimée, il y a eu un référendum. Et aujourd'hui, Poutine peut agir comme a agi la France aux îles Mayotte, ou comme a agi l'Angleterre aux îles Malouines. C'est important, il y a eu... Compléter en montant du doigt que les mêmes Occidentaux, la même France, a le projet de diviser le Cameroun en deux, a le projet de diviser la Centrafrique en deux. Ils ont le projet de diviser le Nigeria en deux, comme on a divisé le Soudan en deux. Qu'on accepte aussi que l'Ukraine soit divisée même en 6. Tout à fait. Donc, effectivement, merci. Ces organisations-là jouent quelque peu un rôle trouble. Mais nous, heureusement, au Cameroun, nous les Africains, nous sommes de plus en plus conscients que il y a un danger là. Il faut coopérer parce que c'est des traités, c'est dans le cadre de la diplomatie, de la coopération. Nous allons continuer à coopérer, mais nous devons prendre ce qui est constructif, ce qui est bien, et non des machins tels que l'homosexualité. Et c'est d'ailleurs à travers ça qu'on essaye de nous épingler ça et là. Donc, effectivement, je crois qu'il faut voir les choses sous cet angle-là. Il faut avoir vécu les atrocités de la France en Côte d'Ivoire en 2004 et 2011 pour comprendre le coup d'État en Afrique. C'est un message qui nous vient aussi d'Abidjan. Alors, on va très rapidement. Le rôle de l'ONU est de réveiller ceux qui continuent de dormir. Regardez la Chine, qui est premier État du tiers-monde et qui aujourd'hui est devenue une grande nation. Cessons donc de pleurer. C'est ce que pense Maurice de Yaoundé avec cet autre message. C'est la politique hypocrite de la France qui se retourne contre elle. Ce n'est pas notre problème. C'est ce que pense Romuald depuis Ngaoundéré. Il nous reste très peu de temps pour évoquer à présent le Cameroun avec ce sujet qui est un peu triste, avec tous ces morts que l'on déplore. Aujourd'hui, on vous l'a dit à l'entrée de cette émission, Charles Ateba Eyene, qui a été fait héros national par le peuple. C'était au sortir de l'hôpital général. Le cortège funèbre a pratiquement sillonné les rues de la ville de Yaoundé. On a Pius Otou qui est à la morgue. On a eu la Piro Dembanga qui est mort aux États-Unis et qui a été incinéré ce samedi même. Selon ses dernières volontés, il ne voulait pas qu'on l'enterre au Cameroun. Il a donc choisi de se faire incinérer du côté des États-Unis où il est mort. On a Abel Eyenga qui a été enterré il y a de cela quelques semaines. Adolphe Papindoumbé de l'UPC également, qui a rejoint la terre de nos ancêtres, tout comme Abanda Nkpama, qui était donc du Manidem. Il faut dire que ça fait beaucoup de morts
en très peu de temps au Cameroun et on constate que dans ces morts, c'est des leaders d'opinion. Quand ils ne sont pas politiciens, ils sont peut-être écrivains ou tout simplement de ceux-là qui ont choisi de mener un combat à travers la parole. Alors aujourd'hui, on a choisi, peut-être à notre manière, de leur rendre ce dernier hommage en parlant un peu de ces morts d'opinion, entre guillemets, au Cameroun. Comment comprendre ce choix qu'a fait la mort de prendre parmi ceux qui avaient des idées à défendre. Jean de Dieu ici. Vous qui étiez à l'hôpital général, par exemple, dites-nous un peu qu'est-ce que vous pensez très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je pouvais avoir à dire, et comme pour prouver davantage que je suis l'ami des Occidentaux, permettez-moi de citer encore 2 Occidentaux. Je pense à Nietzsche et Goethe. C'est eux qui démontraient que pour qu'un sanctuaire apparaisse, il faut qu'un sanctuaire disparaisse. J'aime également citer mon ami Adolf Hitler. Et il s'est accordé avec Nabuchodonosor. Lui, il était conquérant assyrien. Ils ont dit que finalement, il n'y a pas d'extinction totale de l'homme. Chaque goutte de sueur qu'il a versée, chaque pensée qu'il a formulée, chaque pierre qu'il a jetée laisse une trace. Ça suffit que... C'est parce que nous avons... Ça, c'est ce qu'il faut nous reprocher aux Africains. Nous avons peur pour rien. Personne n'est mort finalement parmi tout ceci. Je voudrais dire tout simplement que nous sommes très vieux pour mourir. Vous et moi, à cet âge-ci, on disait que Jésus est mort à 33 ans. J'ai vu un bébé mort hier, il n'a pas de problème. Les fœtus meurent chaque jour chez nous. Donc il n'y a pas de mort. Je n'ai pas banalisé ce qui est donc de la disparition physique, mais je voudrais dire que je préfère mourir comme Charles Ateba Yéné, qui nous a donné une atmosphère lourde à la morgue. Vous me donnez une seconde à le dire. À la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, j'ai vu des symboles. Premier symbole, certaines personnalités, tenez-vous tranquille, je ne vais pas citer vos noms, elles sont arrivées à ces lieux et le peuple d'en bas les a huées. J'ai vu d'autres personnalités, ceux-là que leur cœur ne se trouble point. Je vais citer Albert Roger Mila, il y avait également un monsieur comme Sanga Nyamding et un monsieur comme Wunang Dini, et nous autres, on est arrivés et le peuple d'en bas nous a acclamés. Et comme juste après la messe, le peuple tout entier a entonné l'hymne national du Cameroun. Et à la fin, une chanson a été créée ad hoc. Vive la vérité, oh! Et c'est cette chanson qui accompagnait le macabé à ce péjoratif. Le corps sans vie de Charles Ateba Yéné, qui avait pour programme d'arriver en fou. On a détourné ce programme parce que le corps allait 0 km par heure et on a parcouru la ville. Tout ce qui était jeunes, vieillards, tout ce qui sortait des maisons, c'était environ 6000 personnes pour accompagner ce corps. Je peux faire une telle mort et je déteste donc les dernières volontés de mon ami Lambo Roger Pierre. Vous m'avez vu rire, c'est à rire. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de faire brûler mon corps à Washington? Parce que c'est là-bas le paradis. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin? C'est ici qu'il faut faire la bataille, au Cameroun, en Afrique. Ici est versé notre sang, ici, pour que le sol de nos terres puisse bénéficier de la fertilisation et que nos enfants, la 100e génération, aient le bonheur. Parce que les Chinois ont été maltraités comme les Africains. Et les Chinois, le modèle de développement chinois, c'est ce modèle-là qui a donné à la Chine la pertinence en 1971 d'intégrer l'Organisation des Nations Unies par la cuisine avec droit du veto. C'est ça l'Africain. Laissez-moi de faire savoir qu'il y a un Camerounais qui a décidé qu'on brûle son cadavre hors d'ici, etc. Je veux qu'on meure comme Charles Ateba Yéné, qui m'a laissé, et je chute par là, il m'a laissé 3 livres comme héritage. Les paradoxes du pays organisateur, élite productrice ou prédatrice, le cas de la province du Sud, Cameroun, a l'air bien, un peu comme tout le reste du Cameroun. L'autre livre, c'est le Cameroun sous la dictature des loges, des sectes, du magico-anal et des réseaux mafieux, des véritables freins contre l'émergence en 2035. Le dernier livre qui me tient à cœur, Crimes rituels, loges, sectes, pouvoir, drogue et alcool au Cameroun, les réponses citoyennes et les armes du combat. Il a jeté 25 bouteilles à la mer. Je crois que celle-ci, ces bouteilles que j'ai entre mes mains,
mes enfants Donc, les vous liront, êtes- mes enfants consommeront le produit interne de ces bouteilles. Ok, Même si je bonsoir meurs, et de ces Afrique quatre matins. Média, et que le héros national Ateba Yene repose en paix. Pour moi, il est entré au panthéon des martyrs camerounais et s'en seront sincères condoléances donc à sa famille, car nous sommes poussière et nous retournerons poussière. Nchanko Abdel qui envoie ce message depuis la ville de Kiossi, c'est au Cameroun. Alors, Taïou, vous vouliez dire quelque chose? Ces morts-là, finalement, beaucoup ont pensé que ce n'était pas des morts naturelles. Oh, je ne sais pas, mais il me semble quand même que malheureusement le Cameroun est quand même en ce moment, n'est-ce pas, sur un mauvais vent souffle, n'est-ce pas? Mais il faut dire que au-delà de ces personnes, il y a plein de Camerounais qui décèdent, n'est-ce pas? Et devant tous, et on devrait s'incliner. Particulièrement, certes, devant Charles Ateba Yene, qui a fait un combat, n'est-ce pas? Qui a fait un combat louable, mais la ferveur qui accompagne son corps, n'est-ce pas, qui accompagne son âme, doit quand même nous interroger sur la nature et la qualité des héros que nous avons. Parce que, et il me semble, parce qu'il faut que j'aille vite, je vais donc aller très vite, il me semble également qu'au-delà de cette interrogation de la nature et des héros que nous avons, on devrait y voir là plutôt l'absence, n'est-ce pas, d'une élite intellectuelle qui est capable, d'une élite intellectuelle africaine capable de porter les débats, n'est-ce pas, parce que tout ce qu'Ateba Yene a dénoncé, sont restés malheureusement très présents et malheureusement ne risquent pas de trouver une solution parce que cette solution est d'abord intellectuelle avant d'être juridique, avant d'être sociale. Or, les élites intellectuelles africaines, camerounaises particulièrement, ont démissionné de leur dénonciation, ont failli. Et du coup, que Charles Ateba Yene soit porté au firmament, cela vous traduit simplement qu'il y a un vide intellectuel au Cameroun. Alors, à Chilinko, en Côte d'Ivoire, comme solution au problème électoral, l'ONU a autorisé la France à bombarder les pro-Gbagbo que d'opter pour le recomptage des voix comme l'avait proposé le président Gbagbo. C'est donc un message qui nous vient aussi de la Côte d'Ivoire. Il est signé de René Koudou. Alors, sur les morts du Cameroun, qu'est-ce que vous avez à dire? Je dirais tout simplement que nos morts sont des héros. Ils sont morts comme ils ont vécu. Il y a Jean-Jacques Rousseau qui disait si bien, puisqu'il ne peut s'évader, nous voulons qu'il embrasse étroitement son époque et qu'il contribue à la libération sociopolitique de son peuple. Et il y a un autre penseur qui disait si bien, à chaque génération sa mission, la servir ou la trahir. Je crois que nos héros, notamment Charles Ateba Yene, a effectivement embrassé cette idée-là émise par ces grands penseurs. Et je crois que le plus important, c'est l'œuvre qu'il laisse derrière lui. Mais la question fondamentale reste et demeure posée. Est-ce que l'élite intellectuelle qui est supposée guider la société et la transformer même de manière politique en est capable? Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une élite politique qui, en fait, semble ignorer les réalités sociales. Et dans ce cas, je pense que c'est là où nous devons intervenir, vous les intellectuels, parce qu'il vous revient à vous, n'est-ce pas, de transformer la société, de transformer l'Afrique. Les questions d'eau qu'on pose ça et là, c'est des questions qui peuvent être résolues de manière intellectuelle et transformer la parole, parce que le monde n'est pas que parole, la vie n'est pas que parole, elle est aussi matérielle. Donc nous devons tous ensemble contribuer, comme avec nos idéaux, à la construction de l'Afrique, au développement en fait de l'Afrique, tout en restant singulier dans notre genre culturel, parce que c'est important. La culture pour nous est un modèle, elle est un guide, elle est une base, et on devrait s'y appuyer. Merci. Immense douleur avec la disparition du professeur Puce Otou, émérite copanéliste d'Afrique Média. Condoléances donc à Afrique Média, à sa famille, ainsi qu'à l'Afrique tout entière. Courage donc. C'est Richmond Fidèle qui nous envoie ce message depuis la Côte d'Ivoire. Alors, juste un mot, Hervé Akam. Oui, alors, moi, je suis historien des mortalités, et donc historien de la mort. Alors, je crois que c'est une mort, comme on dit, la mort de l'autre. Parce que Charles était un petit frère avec lequel on a l'habitude de débattre dans une radio pas très loin d'ici.
Et c'est un garçon que moi j'ai connu à travers la lecture, à travers son livre Paradoxe. Du pays organisateur. Oui, puisqu'on m'avait demandé de faire une autre lecture, alors j'avais fait à l'époque une autre lecture. Je crois que je peux retenir de lui, c'était un garçon qui aimait la vie. C'est quelqu'un qui aimait, il avait une posture intellectuelle qui était la posture d'un intellectuel médiatique, qui aimait la discussion, qui aimait le débat. Et puis il avait plus cette fonction tribunicienne qui voulait que quand on est intellectuel, surtout dans un pays comme le nôtre, qu'on dénonce à tout va tout ce qui ne marche pas dans la société. Et donc, je crois que Charles, je crois qu'il mériterait quand même qu'il y ait une sorte de survie. On appelle ça dans les termes bibliques, on appelle ça une sorte d'immortalisation de l'homme, de l'individu. Je crois qu'il y a une héroïsation de l'homme qui est indispensable pour ce garçon qui, effectivement, s'était enfermé dans un combat qui était effectivement difficile, mais je crois qu'il faut porter ce garçon dans il restera avec nous éternellement. Voilà, alors, merci donc à vous. Alors, docteur Mailly, une dernière chose sur Roca Brasil. Justement, qu'est-ce qu'il faut retenir? En fait, c'est justement dit aux Africains, tous les Africains qui veulent justement l'émergence de participer à ce projet Roca Brasil pour justement diversifier les partenaires économiques, intensifier la coopération sud-sud entre le Brésil et les pays africains, justement pour entrer en contact avec le cabinet Ndiama, qui est le promoteur de ce projet. Vous pouvez contacter le numéro 22 22 54 03. 22 22 54 03. Ou appeler tout simplement à Afrique Média et on vous donnera donc ces coordonnées. Merci à Chilencor, merci à Tayou Kamgeng, merci au docteur Maïs Stanislas, merci à Jean de Dieu Haïssi, Hervé Akam, merci à tous les 5 d'être venus. Mesdames, Messieurs, merci aussi à vous tous qui avez pris de votre temps pour nous regarder à partir de chez vous. Cette émission est à présent terminée. On se retrouve très bientôt sur les antennes. Ne manquez pas la rediffusion dimanche à partir de 12h. D'ici là, restez sur Afrique Média. Juste le temps pour moi de dire au gouvernement ivoirien que Afrique Média n'est pas un ennemi de la Côte d'Ivoire. Nous parlons des problèmes de l'Afrique, notre continent, et on n'en a rien contre des individus ou encore des systèmes qui sont mis en place. On vous dit au revoir et merci. On espère qu'on s'est bien compris. On se retrouve bientôt sur les antennes.